Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes super nombreux à m'avoir demandé comment est-ce qu'on fait pour rester 6 ou 7 heures assis dans un Rafale Marine pour faire nos missions. Voilà, en 2015-2016, on faisait 6 heures, des fois 6 heures et demie de vol dans notre monoplace. Et bien aujourd'hui, vous allez avoir les réponses. On va parler gestion du sommeil, gestion de l'énergie. On va parler également nutrition un petit peu dans l'avion. Et forcément, la grande question, les besoins naturels avec différentes équipes, différents styles, différentes méthodes. Et nous parlerons également un tout petit peu des cachets qu'utilisaient les Américains à une époque et des conséquences que cela a eu. Mais juste avant, notre partenaire aujourd'hui n'est autre qu'un magnifique expert en sommeil, c'est Emma. Ils ont le Emma original qui est le matelas le plus vendu ces 2 dernières années en France. Et moi j'ai eu la chance de tester le Emma hybride qui a remporté l'UFC Que Choisir en 2021. Ils font non seulement des matelas, mais également des couettes, également des surmatelas, également des oreillers. Moi, j'ai eu la chance de tester surmatelas et oreillers, j'en suis très satisfait. Et je voudrais juste vous faire prendre un tout petit peu de recul par rapport au sommeil et réaliser que sur une vie, on passe à peu près 27 ans à dormir. Alors, si vous voulez rien laisser au hasard, moi, je vous encourage à prendre un excellent matelas. Et avec Emma, vous ne prenez aucun risque. Pourquoi? Parce que vous avez le droit à une livraison et à un retour gratuit. Donc, c'est associé à 100 nuits d'essai, donc si ça ne vous va pas, vous pouvez le renvoyer et vous avez également 10 ans de garantie. Alors personnellement, moi ce que j'ai beaucoup aimé sur leur matelas hybride, c'est que ça garde au frais quand il fait chaud, pareil avec la couette, et également si vous avez votre moitié à côté, en termes de mouvement, si la personne à côté de vous bouge beaucoup, ça ne vous gêne pas de votre côté du lit, donc c'est très sympa. Alors en ce moment, ça tombe bien, pourquoi? Parce que c'est les soldes d'été, donc si vous suivez le lien, vous arrivez sur leur site web, vous avez 50% de réduction de base, et en plus avec le lien, ça vous met un coupon et vous avez en plus 10% de réduction. Et tout ça jusqu'au 19 juillet. Alors n'hésitez pas, profitez-en. Allez, sleep safe. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est est-ce qu'à votre avis, nous sommes fatigués sur notre bateau? Eh bien la réponse est oui. Pour une raison très simple, lorsqu'on arrive sur le bateau, généralement, nous sommes déjà fatigués par toute la période de montée en puissance de compétences d'ASSP et puis souvent également les découchés que l'on a dû faire pour réduire les nuisances sonores dans la région de l'Andivisio. À mon époque, avant de partir 3-4 mois en mer, il était assez courant d'aller à Istres 15 jours ou 3 semaines pour des ASSP, appontage simulé sur piste, où nous avions souvent la grande chance d'être logés dans un hôtel 1 étoile à 2 ou 3 par chambre, avec la moitié des personnes qui travaillaient de jour, l'autre moitié des personnes qui volaient plutôt de nuit. Donc déjà, vous commencez avec une certaine fatigue emmagasinée. Ensuite, souvent la semaine avant de partir à bord, il faut tout préparer, il y a pas mal de charges de travail et généralement, le départ se fait le vendredi ou le samedi. Comme ça, vous avez toute la semaine pour bien tout préparer, mais en même temps, vous avez la fatigue dans les jambes, tout simplement, de la semaine et vous partez, vous recommencez, vous êtes parti pour 4-5 mois sans avoir pu prendre un week-end avant pour vous reposer. C'est généralement comme ça. Tout ça pour dire, vous arrivez sur le bateau de base, vous n'êtes pas à votre top d'un point de vue physique, d'un point de vue repos, vous vous attaquez déjà fatigué. Sur le bateau, il y a une amplitude aéronautique. C'est de 12 à 16 heures, fonction des cas et des dérogations, mais il faut se méfier. Il y a des petites lignes. En gros, qu'est-ce que ça sous-entend? Une amplitude aéronautique, c'est tout ce qui est aéronautique. Or, nous sommes militaires, nous sommes marins, nous sommes officiers et ensuite nous sommes pilotes. Nous avons donc des fonctions d'officiers à côté. Et ces fonctions vont avoir un impact. Je m'explique. Par faire une mission de guerre, par exemple, je dois faire 6 heures dans l'avion. Je me lève à 5 heures du matin. À 6 heures, la préparation, nous l'avons faite la veille. À 6 heures, nous allons rebriefer un petit peu tout ça. À 7 heures, on va aller se changer. 7h15, on monte aux avions, on part aux avions, on met en route, on décolle à 8 heures. Et là, on va revenir 6 heures après. 8 plus 6, les maths en public, 14. Vous appontez à 14 heures. Et ensuite, derrière, le temps de sortir de l'avion, tout ça à 14h30, on débrief, on mange un coup. Et là, on va se retrouver, c'est la période de guerre, avoir un débriefing avec tous les pilotes, tous ceux qui sont allés au combat dans les 24 dernières heures. Et là, vous avez une demi-heure à 1 heure de débriefing. Donc, on va dire de 16 à 17 heures, vous êtes en débriefing global, alors que vous avez déjà fait votre débriefing équipe. Je vous rappelle, on s'est levé à 5 heures. Maintenant, vous avez fini votre mass débriefing et moi, j'étais à l'activité. Donc, il va falloir que je prépare toute l'activité pour l'unité pour le lendemain. Donc, à 19 heures, j'ai
appelle la conférence des vols, un endroit où il y a un briefing avec tout le monde pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, les avions, les zones, tout ça du lendemain. Donc je vais à cette réunion de 19 à 19h30 par exemple, et ensuite eh bien, je mange un petit coup et je vais préparer toutes mes fonctions du lendemain, la feuille des vols comme on dit, et cette activité. Alors j'ai préparé un petit peu avant la conf des vols, là je vais pouvoir mettre à jour, et puis je vais attendre tout simplement la validation du planning du porte-avions. Le planning du porte-avions va être validé dans la soirée, et derrière, fonction de ça, je vais faire les derniers ajustements, je vais aller voir mon chef, et je vais dire voilà ce que je vous propose comme activité pour demain, je vais lui expliquer, il va signer, et moi je pourrai aller me reposer, il sera 22h30. Vous doutez bien qu'on fait ce petit rythme-là, alors on ne fait pas des missions de guerre tous les jours, mais pendant quelques mois, et ça a tendance à user le personnel. À voir également qu'on n'a pas forcément de jours de récupération très souvent. Des fois, il y a ce qu'on appelle les journées de dimanche à la mer ou des no-fly days, mais pendant ces jours-là, eh bien, on a toutes nos fonctions administratives qui continuent et donc beaucoup de fatigue. Maintenant, vous l'avez bien compris, la récupération, est-ce qu'elle est parfaite? On n'est pas dans notre super matelas Emma, on est dans nos petites chambres et surtout, il y a beaucoup de bruit sur le bateau. Si vous avez volé de nuit, eh bien, vous voulez dormir peut-être un petit peu le matin, et là, c'est pas si facile, parce que le matin, il y a les catapultages. Pendant la nuit, on fait monter, via des ascenseurs, l'armement sur le pont. Donc, il y a toujours beaucoup de bruit sur le bateau. Et l'autre problématique, c'est si on est dans une zone où il fait chaud, la mer, elle va être peut-être à 35-36 degrés, et bien, le bateau, il chauffe. En plus, avec tout ce qui est la centrale et puis la vapeur, ça a tendance à chauffer. Il fait très chaud dans le bateau et les climatisations, elles essayent de lutter contre ça, mais ce n'est pas forcément un grand succès. Donc au final, le sommeil que vous arrivez à avoir n'est pas un sommeil très récupérateur. Votre literie, les températures, les bruits vont avoir un impact et cela va impacter votre niveau de forme sur la durée. Il faut donc tenir pendant la sortie en mer, au niveau macro. Il faut tenir pendant la journée de travail et il faut également tenir pendant le vol. Et pendant le vol, contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire, il n'y a pas besoin d'être à 100% tout le temps. Vous allez commencer la mission par des checklists, de catapultage, il faut être un peu à fond. Après, on est en transit. Une fois qu'on est en haute altitude, c'est comme un pilote de ligne, on va pouvoir réduire notre charge de travail et on se détend. Et là, on essaye de refaire de l'énergie. Arrivé sur zone, si des forces spéciales sont attaquées, gros pic de charge de travail, grosse attention à fournir. Et après, pendant le transit retour ou des phases plus calmes, je vais essayer de manger, de me régénérer, de manière à pouvoir arriver à la fin de la mission vers le porte-avions avec de l'énergie. Parce que si j'arrive complètement épuisé, fatigué derrière le bateau, ma sécurité, la sécurité de l'avion, la sécurité du porte-avions et des marins à bord risque d'être engagée. Et ça, no bueno, on n'en veut pas. Alors maintenant, dans l'avion, pendant ces 6 heures, qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Il y a différentes équipes. Moi, j'avais anticipé un petit peu, je viens du triathlon longue distance à la base. Donc, tout ce qui est hydratation et nutrition, je m'y intéressais un petit peu avant. Vous avez l'équipe panini, parce qu'on peut faire des panini sur le bateau, qui part en vol avec son panini. Et puis, vous avez l'équipe plutôt un peu bar, tout ça. Moi, je partais avec des barres protéinées, de manière à stabiliser ma glycémie et avoir un sentiment de satiété. Donc, en français dans le texte, en prenant une barre toutes les heures, j'ai l'impression de manger, j'ai l'impression d'avoir quelque chose dans l'estomac, ma glycémie était stable et ça me permettait d'avoir un niveau optimum d'énergie pendant la durée du vol. Lors du transit retour, à peu près une demi-heure avant l'appontage, j'allais sortir une barre plutôt de sport, type un peu coup de fouet ou autre, pour me redonner un petit peu de glycogène, un petit peu d'énergie, un peu de glucides, et me réexciter et m'aider à être plus alerte lors de l'appontage. En parallèle de ça, forcément il faut s'hydrater, être dans un avion, même dans un avion de ligne, il faut beaucoup boire, et là la déshydratation était un peu notre pire ennemi. Je vous rappelle que quand on se déshydrate, on perd en performance physique, mais intellectuelle également. Et là, eh bien, je ne pouvais prendre qu'une petite gourde d'à peu près 1 litre. Donc j'avais ma gourde que je rangeais sur la partie droite de l'avion avec 1 litre seulement. On aurait bien aimé plus, mais je n'arrivais pas à faire rentrer plus avec toute la documentation supplémentaire qu'on devait prendre à cause des procédures spéciales, toutes ces choses-là. Donc le gros danger, là, c'était de faire des tendinites après. J'ai un bon ami, après un vol long, une fois il allait courir sur le pont d'envol, il s'est fait une double tendinite au genou. Moi j'avais tendance à courir après la mission, mais je buvais et après j'allais courir sur le tapis. Le tapis de course, ça amortit, c'est moins traumatisant et je faisais qu'une vingtaine de minutes pour faire circuler un petit peu le sang. Donc vous l'avez compris, il y a différentes équipes. La team Panini, la team barre de sport, c'est la même chose pour les besoins naturels. Et là, voilà, je vais faire simple sur le sujet. Il y a la team couche culotte, dont je ne fais absolument pas partie. Pourquoi? Parce que j'ai cru comprendre des retours d'expérience que c'est du one shot. Vous l'utilisez une fois et c'est fini. Et après, vous avez la team plus avec ces systèmes-là. Donc là, il faut tout préparer à l'avance. Vous mettez une sorte de capote, et ça existe pour homme ou pour femme. Vous y allez avec votre petit sac. Vous installez dans l'avion, vous êtes catapulté. Une fois en vol, vous posez votre petit sac par terre.
au niveau du sol, vous avez un tuyau, vous vous branchez quand il y a besoin, et ben vous pouvez francer l'index, vous pouvez uriner. Et sur 6 heures, pour tout vous dire, on risque d'uriner 1 litre à 1,2 litres quand même. Hein. Donc je vous invite à regarder la prochaine fois que vous allez aux toilettes. Ça dure assez longtemps. Qu'est-ce qui va pas? Bah la bouteille est presque pleine et j'ai pas fini. Ah oui, bah arrête! Maintenant, le danger de la poche pipi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que lors de l'appontage, elle se vide ou elle se casse. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. Je m'excuse encore auprès du boom de l'armurier qui a dû nettoyer le siège derrière parce que, en tant que pilote, j'ai pas le droit de nettoyer tout l'équipement derrière parce qu'il y a le siège éjectable, il y a de l'explosif et donc du coup, c'est une qualification spéciale. On a d'ailleurs eu un mort à la 11F à cause des sièges éjectables, donc on est très vigilant dessus. Et une fois, ça m'est arrivé à l'appontage, ça a déchiré un peu cette espèce de pochette et ça a mis un bon litre de fluide dans la cabine. Donc dans un avion moderne, vous doutez bien qu'on n'aime pas les liquides. Et je suis allé acheter des bonbons pour me faire pardonner. J'ai apporté des bonbons aux mécaniciens. Donc voilà, j'étais pas très fier de moi ce jour-là. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, la fatigue dans la chasse, très bien, mais dans la ligne, est-ce que c'est la même approche? Est-ce que vous êtes assez bourrin? Est-ce qu'il y a cet état d'esprit aussi, tant qu'on n'est pas fatigué, c'est pas de l'entraînement où on ne mérite pas son salaire? Dans la ligne, c'est très différent. Et un des devoirs du pilote de ligne ou du PNC, du personnel navigant commercial, c'est d'arriver reposé pour son vol. C'est pour ça qu'il y a des repos, des temps de récup. Et un des dangers, c'est le décalage horaire. Il faut savoir que d'après les on-dit, les petits cours que l'on a dans l'aviation de ligne, à peu près 1/3 du sommeil loupé n'est jamais récupéré. Donc il faut faire quand même attention à son sommeil. Dans la ligne, on fait des siestes dans l'avion, c'est tout prévu. Une fois que avant de faire la sieste, vous allez faire un briefing, on va s'assurer que tout est bien géré, on va réduire sa charge de travail, on va se reposer. Et au moment où on se réveille, il faut attendre un quart d'heure avant de pouvoir toucher les commandes ou piloter. Il y a un quart d'heure de période, on va dire, de remise à niveau. Dans l'avion de chasse, forcément, on ne peut pas faire de vraie sieste. On va néanmoins se reposer par moment, essayer de réduire au maximum la charge de travail, prévenir l'autre pilote, son équipier, et puis souffler un petit coup et essayer voilà, de refaire des points d'énergie, c'est important et c'est ce qui nous permet de tenir sur la durée. Petite histoire quand même par rapport à la différence entre la ligne et l'armée. Une fois, j'ai fait un transit en super étendard de Landivisio à Djibouti. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. On avait fait Landivisio, on était descendu à Hyères, ensuite nous étions allés en Corse, après on était allé en Crète. De la Crète, nous étions allés à Chypre. De Chypre, nous étions allés à Jeddah et de Jeddah à Djibouti. Posé à Djibouti, le lendemain, eh bien, j'arrive le soir à la nuit, je suis tard dans ma chambre, je suis logé sur la base navale au milieu des rats. C'est pas une blague, j'avais même fait des photos du rat, je sais pas si on les trouvera là, mais j'ai vraiment des photos du rat qui se balade dans la chambre où on était 12. Et ce jour-là, je me rappelle, le lendemain matin, je vais décoller avec mon super étendard, rejoindre le bateau que j'avais pas vu depuis quelques semaines du coup. Donc un petit peu de stress, c'était mon premier appontage Blue Water, j'étais jeune équipier à l'époque. Et au final, on est allé dormir à l'hôtel, parce que moi j'ai dit, il est hors de question que je dorme dans ces conditions pourries, je suis trop fatigué, épuisé après mes 3 jours de transit. Je vais me payer un hôtel, je vais me payer un hôtel à côté, qui était un bel hôtel à Djibouti. Et là, le matin au petit-déj, c'est ça qui m'a fait mal, qui est-ce qu'on voit? On voit débarquer tout staff Air France, avec toutes les hôtesses et tout. Et donc c'est ça qui est important, si vous voyez dans l'aviation de ligne, l'objectif c'est la sécurité, on se donne les moyens des objectifs parce que on sait qu'il faut que le personnel soit parfaitement reposé pour réaliser la mission au maximum de ses capacités. Et ça, c'est des choses où dans l'armée, on pourrait encore un petit peu s'améliorer, même si, encore une fois, ça nous vient, eh bien, de la guerre, c'est pas facile, il faut savoir opérer, fatigué. Tout se discute, voilà. Je suis pas là pour polémiquer là-dessus, mais pour vous présenter la réalité des faits, en tout cas à mon époque. Et je vous dis pas tout. Hein. Alors justement, puisqu'on dit pas tout, on va quand même creuser un sujet important, c'est celui des pilules. Pourquoi les pilules? Je vous avais déjà dit sur cette chaîne, quand les Allemands ont lancé l'opération Barbarossa, 4,5 millions d'hommes qui rentrent en URSS, il y avait une vingtaine de millions de cachets d'amphétamines pour aider les hommes à tenir, enfin des sortes de cocktails. Ces cocktails ont toujours été utilisés dans les armées et aux États-Unis, fortement dans les années 80-90 également. À tel point que dans les années 90, il y a eu du Blue on Blue, des pilotes de chasse qui ont tiré sur des Canadiens qui s'entraînaient au sol, et qui ont fait des morts et qui ont tué, qui ont blessé, coupé les jambes, tout ça, c'est le personnel seul. Il y a eu toute une enquête et on s'est rendu compte qu'en fait le pilote avait le sentiment de se faire tirer dessus alors qu'il ne souhaitait pas du tout tirer dessus et que son jugement était altéré justement par le fait qu'on est obligé à prendre ses GoPills, à prendre ses cachets pour tenir dans la durée parce qu'il ne faisait pas des vols de 6 heures, il faisait des vols de 8, 10, 12 heures, des vols très longs et il avait été décidé que la sécurité des vols serait augmentée s'il prenait ce genre de cachet. C'est une pratique que l'on ne fait pas dans l'armée française. Il existe des cachets de caféine pour vous aider à tenir ou de la mélatonine pour vous aider à dormir. Moi, je faisais partie de ceux qui prenaient même pas de café à l'époque. Moi, j'étais non, il faut rien du tout
combattant, il faut aucun excitant, il faut qu'on puisse tenir dans tous les cas. À ma connaissance, il y a très peu de pilotes qui en prenaient et vous n'aviez pas le droit de les prendre sans les avoir testés avant. Donc souvent les gens les testaient en escale pour une soirée ou autre. Le mieux est l'ennemi du bien, nous sommes des êtres humains, on a besoin de nos capacités de jugement et ce qui fait un bon officier, ce qui fait un bon militaire, ce qui fait un bon pilote, c'est cette capacité de jugement et tout ce qui peut l'altérer doit être évité. Le sommeil, ça fait partie du travail du militaire. Et j'espère qu'on ira vers des formats d'armée où même en temps de paix, eh bien, on prend de plus en plus en compte cette gestion du sommeil. L'armée de l'air est un petit peu en avance par rapport à ça, par rapport à la marine nationale que moi j'ai connue. Encore une fois, je vous parle de 2006, en gros 2019. Voilà, donc j'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur l'approche par rapport au sommeil, comment on tient dans l'avion. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt, vous seriez plutôt team couche ou de l'autre équipe. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. On va reprendre un peu les formats 360. Et puis n'hésitez pas à venir faire un tour sur la page Facebook aussi. On fait du contenu en anglais assez original. Allez, à très bientôt. Dormez bien, ça c'est important. Et puis maintenant, moi j'ai mon super nouveau matelas. J'espère bien en profiter. Allez, fly safe.